à tous, bienvenue au Salon virtuel du livre chrétien évangélique. Aujourd'hui, nous recevons un auteur francophone au parcours atypique. Il est d'origine congolaise et a grandi en banlieue parisienne. Passionné de sport et de hip-hop, il est diplômé en marketing, a travaillé et vécu sur 3 continents. Il fait ses débuts en 2004 par la chanson et la poésie, avant de s'essayer à des chroniques sociologiques en 2007. En 2010, il publie son premier ouvrage, un essai intitulé « À nous de le faire ». En 2014, il coécrit « Survivre pour voir ce jour », qui est la biographie de Rachel Mwanza. Un grand succès, vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, livre traduit également en italien et polonais. En 2015, il participe à la rédaction du récit de Radki Diak, à cloche-pied. Il poursuit l'écriture de chansons, cette fois-ci dans le style gospel, en co-signant notamment le titre « Tu m'as relevé » pour l'artiste Samuel Joseph en 2018. J'ai parlé de Dedi Bilamba. Bonjour Dedi. Bonjour Cassie, bonjour tout le monde. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, écoute, ça va très bien. Ça fait toujours un plaisir d'échanger et puis de partager avec la communauté. Oui, et puis en plus de cela, il fait très beau aujourd'hui. Alors Dedi, écrire son premier livre, parlons-en. Écoute, écrire son premier livre, c'est une expérience assez riche, qui te pousse dans tes retranchements. Moi, j'ai écrit mon premier livre, pas parce que je voulais être un auteur, pas par passion de l'écriture, mais parce que j'avais besoin de m'exprimer. Tu vois, c'était à une époque, tu sais, moi j'ai grandi en France. Je suis né au Congo, mais j'ai passé toute ma vie en France, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et en fait, quand tu grandis dans des environnements comme ça, souvent, la société te colle une étiquette, une identité. D'accord? Te colle une identité et la manière dont tu vis ton quotidien est souvent déterminée par cette identité qu'on te colle. Okay? Et donc moi, à cette époque-là, j'avais un peu une recherche, une quête identitaire. Alors, je ne suis pas assez français pour les Français, je ne suis pas assez congolais pour les Congolais, je ne suis pas assez français pour le cela. Donc, j'ai commencé à faire une quête identitaire, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est à partir de ça que j'ai écrit mon premier livre. Et c'est amusant parce que quand tu fais des réflexions sur l'identité, c'était l'identité noire en fait. Hein. Quand tu fais des réflexions sur l'identité noire, bon, tu commences à lire différents auteurs comme Aimé Césaire, Cheikh Diop, Frantz Fanon, etc. Et à un moment donné, quand tu arrives dans un moment donné, tu vois qu'à un moment donné de l'histoire, voilà, tu cherches toutes les étapes dans l'histoire où ton identité noire africaine a été un problème et tu te retrouves confronté à des situations comme l'esclavage et le lien avec la manière dont les gens ont détourné la Bible, par exemple. Tu vois, la manière dont les gens ont détourné la Bible avec la malédiction de Cham, etc., etc. Et j'étais à Ottawa, j'avais rencontré vraiment, pour Dieu ne faisant pas de hasard, un auteur camerounais qui s'appelle Pierre Ndoumbay, qui avait écrit un livre justement sur l'identité noire, en fait, en lien avec la Bible, en fait. Et il expliquait en fait comment en fait, tout avait été détourné, que dans la Bible, il n'y avait rien qui justifiait le dénigrement d'une population envers une autre, etc. Et moi, ça m'avait réconcilié avec ma quête identitaire et ma foi grandissante qui était embryonnaire à l'époque. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Je fais ce parallèle parce que je pense que ça va parler à nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu vois, même ici au Canada et partout dans la diaspora, qui à un moment donné vont se poser des questions. Tu vois, qui vont avoir 14, 15, 16 ans, qui vont découvrir certaines réalités quand ils vont commencer à chercher du travail, quand ils vont croiser la police dans la rue, quand ils vont voir quelque chose à la télévision, ils vont se poser des questions sur leur identité. Est-ce que j'ai ma place? Qu'est-ce que je fais ici? Et ils vont chercher, alors surtout aujourd'hui avec Internet, ils vont chercher. Et il arrive des moments où ça peut te challenger ton identité chrétienne. Et c'est important d'avoir des bons repères. C'est important. Voilà un peu par rapport à mon expérience de premier livre, mais c'était super parce que moi, j'ai jamais
souvent, l'écriture du premier livre, on a le souci de la page blanche. Qu'est-ce que je dois écrire, comment je dois l'écrire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Est-ce que j'écris assez bien? Moi, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème parce que j'ai commencé d'abord à écrire sur Internet, j'écrivais des chroniques. Et au bout d'un an, j'ai accumulé tout ce que j'avais écrit et on m'a fait comprendre que tout ce que j'avais écrit, en termes de volume, ça correspondait à peu près à un livre de 100 pages. Là, je me suis dit, oh, oh, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, j'ai eu la chance d'écrire mon premier livre en ayant déjà 100 pages. Je ne me suis pas lancé dans mon premier livre avec une page blanche en me disant, bon, ok, vas-y maintenant, balance tes choses. Mais par la suite, j'ai appris à structurer, etc. Donc, je pourrais t'en parler tout à l'heure si tu veux. Mais voilà, mon expérience de premier livre, c'est ce qui m'a. C'était autant un travail d'auteur qu'un travail personnel. Et d'ailleurs, au moment où j'ai écrit mon premier livre, j'avais encore un petit peu de mal à me considérer comme auteur vraiment, ce sur quoi je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Voilà, voilà. J'espère que j'ai bien répondu, Cathy. Oui, oui, mais alors, puisque toi, c'est d'une quête identitaire que tu as trouvé ton inspiration, comment tu as fait? Est-ce que tu avais un langage précis? Parce que généralement, on a, on en a lu plusieurs auteurs et on se recherche dans le langage, comment écrire, est-ce que mon langage est correct, quoi que ce soit. Est-ce que tu as eu ce problème-là? En fait, j'ai pas eu ce problème-là. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, moi, lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis détaché de l'idée que, très française, tu vois, que l'écriture est forcément très soutenue. D'accord? Parce que tu sais, on va les livres, on va lire Hugo, Maupassant, etc. Bon, même des auteurs plus récents. Et voilà, souvent, les gens veulent s'écrire et ils se bloquent là-dessus. Moi, j'ai commencé par écrire sur Internet. D'accord? C'était en 2006. J'ai commencé à écrire sur Internet et à l'époque, Facebook commençait, il y avait des forums. Donc, quand j'écrivais, les gens pouvaient répondre. Donc, dans ma tête, j'écrivais en pensant aux gens qui vont lire et qui vont me répondre directement. Donc, moi, j'ai tout de suite un langage très oral. D'accord? Mais moi, c'est particulier. Hein. Ça veut dire que j'écris comme je parle. D'accord? Maintenant, bien entendu, bon, comme j'ai eu la chance de faire des études à l'université, ben, on a à rendre des travaux. Et donc, je ne vais pas écrire, oui, salut le prof, voilà ce que j'ai mis. Okay. Donc, j'ai trouvé un équilibre entre une écriture très épurée, très simple, très orale, très directe, très descriptive, et un minimum de forme. Tu vois, un minimum de forme, ça veut dire que euh, lorsque je parle, soit quand je te parle, là, je vais pas forcément dire cependant, en outre, certes, je vais pas forcément le dire à l'oral, mais en revanche, à l'écrit, oui. Okay. Donc, il y a des éléments comme ça que je vais. Et puis, il y a des choses à l'oral que je vais mettre à l'écrit qui sont très rares. Quoi. Je vais dire, oh, bon, bref, revenons au sujet. Tu vois, je vais faire de ce genre de forme, c'est vraiment mon style à moi. Donc, moi, je l'ai trouvé comme ça. Peut-être aussi parce que plus jeune, j'étais influencé par la culture hip-hop. Donc, il y avait cette familiarité. Mais quand je dis familiarité, c'est pas de la politesse ou bien quoi que ce soit. C'est vraiment voilà, de la simplicité. C'est-à-dire que moi, au lieu d'écrire les sanglots longs de l'automne nous blessent mon cœur d'une langueur monotone, je vais dire je suis triste. Voilà. Straight to the point. Et ça fonctionne. Donc, moi, ce que j'encourage beaucoup les gens qui veulent se lancer dans l'écriture à, à se libérer de cette pression d'avoir un français très, très soutenu, d'avoir un français du 19e siècle. Non, non, non. Voilà. Écris comme tu voudrais qu'on te comprenne et lance-toi. Ce sera pas compliqué un peu. Merci beaucoup. Mais est-ce que ta foi chrétienne a affecté ton écriture? Parce que là, tu nous parlais de la quête identitaire. Comment tu peux nous expliquer comment ta foi chrétienne a affecté ton écriture? Alors, quand tu dis affecté, c'est dans le sens ça m'a influencé ou bien où ça a rendu les choses difficiles ou ça. Influencé ou comment tu as vécu ça, puisque c'est une quête identitaire qui, comme tu dis, qui est un peu conflictuelle avec la foi chrétienne à quelques niveaux. Comment toi, tu as vécu ça? Qu'est-ce que ça c'est venu chercher ou c'est venu révéler en toi? Alors déjà, quand j'ai commencé à écrire, je me considérais pas.
j'étais un chrétien culturel. Okay, quand j'ai commencé à écrire, j'étais un chrétien culturel. Donc, j'avais pas ce questionnement-là, etc. Sauf que, effectivement, lorsque j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai eu vraiment cette bataille. Hein, j'ai eu vraiment cette bataille, etc. Mais ça n'a pas tout de suite. Moi, je pense que ce qui a influencé mon écriture par rapport à mon identité chrétienne, ça va être euh, le fait d'avoir une certaine retenue dans mes mots, de ne pas attaquer pour attaquer, d'essayer d'être le plus juste possible dans mes propos. Euh, Tu vois, ouais, je pense que c'est pas mal ça qui a influencé mon écriture. Et puis, pour te dire aussi particulièrement, moi, j'étais pas spécialement un grand lecteur, plus jeune. Ouais, pas spécialement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon papa est décédé quand j'avais 7 ans. D'accord. Et donc, moi, j'étais vraiment très en colère. Et puis, je demandais aux gens autour de moi, au curé de la paroisse du quartier, etc. Et puis, j'avais pas de réponse. Et puis, je trouvais ça très injuste, etc. Donc, vraiment, pour moi, ça ne collait pas, ça ne marchait pas. Et donc, un jour, dans les archives de maman, j'ai retrouvé un poème que mon père avait écrit pour mon grand frère à sa naissance. Et donc, t'imagines, moi, on est en 88, je retrouve un texte qu'il a écrit en 74. Tu vois, je vois ça, waouh, ça m'a vraiment, c'est venu me chercher. Et donc, ça m'a fait faire un lien entre l'écriture, le fait d'écrire des choses, etc. Je me suis approprié, je me dis, ah si mon père le faisait, c'est que moi aussi je pourrais le faire. Et le fait d'avoir vu des écrits, tu vois, et que c'est par l'écrit que je me suis reconnecté avec mon père, parce que j'étais petit, j'avais pas beaucoup de souvenirs, etc. Ça m'a. Voilà, ça a fait un lien, tout ça. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je le comprends avec le recul. À l'époque, tu vois, je ne connectais pas tout, mais là, avec le recul, je me dis, bah, vraiment, c'est l'écriture qui m'a. Dieu, en me donnant ce don de l'écriture, m'a permis de me réconcilier avec cette blessure du décès de mon père en retrouvant ses écrits à lui. Et donc, aujourd'hui, je le prends comme ça. Et je dis que c'est un don de Dieu, pas parce que j'ai une écriture divine parfaite, mais parce qu'en fait, je te dis qu'au début, vraiment, j'ai eu du mal à accepter que je méritais de savoir écrire. J'ai eu du mal au début, je t'assure. Hein. C'est-à-dire que même quand aujourd'hui, je dois écrire du gospel, il faut que mon ami Félix, le fondateur de On The Rocks Productions, me pousse. Pas parce que j'ai pas envie d'écrire au père, mais tu sais, quand tu as un don pour lequel tu n'as pas spécialement travaillé pour, en fait, je me suis jamais dit un jour, moi je connais plein de gens qui se disent je vais être auteur et qui n'y arrivent pas. Moi, je ne me suis jamais dit je vais être auteur. C'est juste arrivé que je sais écrire, j'ai eu l'occasion d'écrire et je suis publié, on vend des milliers de livres, etc. Et donc j'ai eu du mal à l'accepter. Hein. Comme des fois, on peut avoir du mal à accepter une bénédiction. Tu vois, on peut avoir du mal à accepter une bénédiction. On peut prier pendant des années pour quelque chose qu'en fait, tu as déjà. Tu vois. Donc, moi, j'ai eu du mal à accepter au début que pourquoi moi d'avoir ce don, etc. Parce que j'écris vraiment bien. Parce que j'écris vraiment bien, en fait. Que ce soit des chansons ou des textes, formuler des choses, j'écris vraiment bien. Mais au début, je me dis, mais quand est-ce que j'ai su faire ça? Tu sais, tu te rappelles quand tu as appris à faire du vélo ou quand tu as appris à nager? Eh bien, moi, je me rappelle pas pourquoi je sais écrire. Je sais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mets ça, etc. Mais c'est comme une bénédiction, tu dois l'accepter et en être fier et redevable. Tu vois, c'est un peu ça que. Il y a une question que je voudrais te poser. Là. Tu as commencé avec un essai, des essais sociologiques. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans les biographies? C'est juste les circonstances. C'est vraiment les circonstances. Voilà. Rachel Monzage, comme tout le monde, je l'ai découvert. Donc c'était c'est la première biographie que j'avais écrite, co-écrite.
En fait, comme tout le monde, j'avais découvert à la télévision, j'avais trouvé son parcours extraordinaire. Tu vois, la petite fille qui a vécu dans les rues de Kinshasa alors qu'elle avait à peine 9 ans, qui fait un casting et qui se retrouve aux Oscars. Waouh, j'avais trouvé ça extraordinaire, comme tout le monde, quoi. Et Dieu faisant, elle avait des producteurs canadiens. Euh, Ils sont venus projeter le film à Montréal et ça correspondait à l'époque où, avec l'OPCC, donc c'est une association congolaise de cadres ici au Canada, on organisait un gala annuel et donc on l'a invitée. On l'a invitée, elle est venue avec son réalisateur. C'est comme ça qu'on l'a connue, que je me suis connecté avec elle. Et, attends, je vais te raconter l'anecdote rapidement. En fait, c'était vraiment les circonstances. Un jour, j'ai fait un accident de voiture. J'ai fait un accident de voiture et entre, bon, heureusement, rien de grave pour moi ni l'autre voiture, c'était juste la tôle froissée. Et quand je faisais le point avec ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y avait de si important là où tu allais pour rouler aussi vite et puis pas être assez concentré, disons. Et quand on faisait le point, c'était une époque où je faisais plein de choses en même temps, je me cherchais, j'allais à gauche, à droite, mais sans vraiment que ce soit ce qui était forcément peut-être bon pour moi. Et elle m'a demandé, alors, si tu devais t'arrêter tout de suite, faire une seule chose à laquelle tu es bon, que tu sais faire actuellement, ce serait quoi? Et je dis, ah, ce serait écrire la biographie de Rachel Manzo. Elle m'a dit, ok, donc vas-y, contacte-la et puis tu vas le faire. Et entre le moment où j'ai dit ça et le moment où j'étais avec Rachel en train d'écrire le livre s'est écoulé un mois. Entre le moment où j'ai contacté sur une page obscure, page Facebook, on m'a répondu. J'ai fait un Skype avec elle quelques jours après. À partir de ce Skype, j'ai écrit 12 pages. Ces 12 pages, je les ai envoyées à un ami qui l'a envoyé à un éditeur. L'éditeur m'a dit oui tout de suite. Contrat. On a reçu une avance de 10 000 $. Il m'a payé un billet d'avion pour moi et elle pour aller en France pour faire une résidence d'écriture. On s'est enfermé chez ma mère pendant 2 semaines. On a écrit, on a écrit, on a écrit. Je suis rentré et puis en à peine 2 semaines, j'ai terminé et puis j'ai pondu ça. Voilà, donc pour te dire que c'est vraiment c'était la grâce de Dieu. Donc là, on va parler. Je me permets de donner des chiffres parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la question. Moi, en fait, en tant qu'auteur, il y a différentes catégories d'auteurs. Hein. Tu as l'auteur passionné qui va écrire pour lui-même et puis qui va peut-être en imprimer 100, 200, 300, 400 exemplaires, soit en auto-publication, soit par lui-même, etc. Et puis c'est très bien de le faire, etc. Moi, je suis dans une catégorie où lorsque j'écris, ce n'est pas une commande d'un éditeur. Je ne suis pas encore arrivé là. Ça m'est déjà arrivé qu'on me commande des récits, mais que je n'avais pas envie de faire. Mais je suis dans une catégorie d'auteur où on va dire professionnel, dans le sens où si j'écris un livre avec mon éditeur ou un autre, on me paye ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire une avance pour les écritures. L'avance, ce n'est pas un cachet, l'avance, on te donne de l'argent pour commencer à écrire. Et tu toucheras tes royautés seulement quand ils se seront remboursés. C'est pour ça qu'on appelle ça une avance. Alors, si le livre ne se vend pas, c'était un risque, donc tu gardes ton avance. Mais voilà, c'est ça. Donc, voilà la catégorie. J'explique parce que, bon, il y a certaines personnes qui ont envie de se lancer, qui se posent ces questions-là. Voilà, moi, c'était dans ce contexte-là, dans ce cadre-là que j'ai écrit. Merci. Tu as dit que ça t'a pris 2 semaines pour écrire le livre de Rachel Mwanza, mais est-ce que généralement, ça te prend 2 semaines pour écrire un livre, disons, de 100 pages? Non, moi, ça m'a pris 2 semaines parce qu'elle était disponible et moi aussi. C'est-à-dire qu'elle et moi étions chez ma mère pendant 2 semaines. C'était notre travail. C'est-à-dire qu'on se réveillait, du matin jusqu'au soir, c'était le livre. Dans des séances, c'est-à-dire j'ai une séance avec mon carnet, avec mon dictaphone, et dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle peut me relater dans la séance de travail, tout qu'elle peut me relater alors qu'on est en train de marcher dans la rue, elle voit quelque chose, elle dit « Ah bah tiens, là, moi je me rappelle que c'était ça ». Donc c'est pour ça en fait que ça a été aussi rapide. Mais il y a d'autres livres, ça va prendre des mois parce que la personne… En fait, quand tu écris, d'accord, faire attention, quand tu écris, tu es énormément influencé par ton état d'esprit, par ton mood. Okay. Donc ça veut dire que si tu commences à écrire sur un sujet alors que tu te sens très bien,
et que tu t'arrêtes pendant 2 mois et que tu commences à écrire dans un moment où tu as des soucis, ça va se ressentir dans ton écriture. Complètement. Et donc, en fait, plus tu mets du temps à écrire, plus tu risques que ton récit soit décousu. Parce qu'à un moment, tu vas être optimiste, donc tu vas écrire tu vas utiliser certains adjectifs, tu auras une certaine légèreté dans ton récit. Et puis, 4 mois plus tard, coronavirus, tout le monde est stressé. Tu vas parler de la même chose, mais tu vas être plus conservateur, moins plongé dans le futur, etc. Et donc, c'est toujours même. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Moi, quand j'arrive à le faire dans un court laps de temps, je concentre le contenu. Tout est frais dans ma tête. Moi, ce que j'aime, c'est écrire sans écouter mon dictaphone, le dictaphone. J'enregistre toujours. J'aime pas le réécouter, ça me paraît artificiel. Je préfère me souvenir des images que j'ai eues dans ma tête quand la personne me racontait. C'est passionnant d'écrire des biographies des gens. Et qu'est-ce que tu trouves le plus passionnant dans cela? Bonne question. Ce que je trouve passionnant, c'est déjà le fait d'entrer en contact avec quelqu'un. Tu vois, d'entrer en contact avec quelqu'un qui te partage un vécu qui, toi, te dépasse. Parce que j'écrirais pas je ne serais pas inspiré à raconter le récit d'une personne qui veut raconter qu'elle a eu son diplôme. Parce que c'est, somme toute, mais quelqu'un comme Rachel qui a 9 ans, a vécu dans la rue et qui a ensuite eu un destin extraordinaire, ou comme Raki, qui du jour au lendemain se retrouve amputé d'une jambe. C'est des réalités fortes, irréversibles, qui t'apprennent des choses de la vie que tu peux trouver nulle part ailleurs qu'auprès de ces personnes-là qui ont vécu. Donc déjà, c'est cette opportunité d'entrer en contact avec quelqu'un, et puis cette chance, tu vois, d'entrer dans l'histoire et comprendre qu'est-ce qui amène les choses, comment on surmonte ces choses, qu'est-ce que tu vas chercher dans ta famille, dans ton caractère, et bien sûr dans ta foi, etc. Et moi, je trouve ça très, très passionnant, vraiment. Alors, c'est pas plus facile, hein, parce que souvent, on va te dire, OK, oui, mais un roman, tu as un tout du début jusqu'à la fin, et une biographie, tu racontes ce que la personne a fait. Ben, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile, surtout quand c'est CD. Et donc là, je fais un travail scientifique. Et tu as le récit de la personne qui est là, toujours vivante, qui fera des interviews. Donc là, il faut que ce soit vivant, il faut que ça corresponde à sa personnalité. Moi, quand j'écris pour Rachel, il faut que quand tu lis, certes, ça respecte un code d'écriture, mais qu'une petite fille de 15 ans pourrait avoir écrit ça. Tu vois, moi, quand j'écris, là, j'ai écrit le récit de 2 femmes, ben, il faut que si une autre femme lise, elle se dise, ah oui, c'est pas un gars qui a écrit ça et puis il ne comprend rien. Tu vois, donc il y a tout ce travail, tout ce challenge qui est vraiment passionnant. Et puis bon, après, voilà, c'est ça, c'est toujours flatteur qu'une personne te fasse confiance pour te partager des choses aussi profondes, intimes. Et moi, je le fais vraiment dans le but de partager des opportunités pour les gens de surmonter leur quotidien, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Un peu comme une thérapie. Oui, oui, pour moi, oui, oui. Moi, quand j'écrivais pour Rachel, au début, c'est moi qui l'encadrais. Bon, écoute, là, on va parler de ça, t'inquiète pas, ça va aller. Après, c'était elle parce que elle me racontait, moi, je pleurais. Elle dit, ça va aller, ça va aller. Ok, bon, là, je vais te raconter quand il m'est arrivé telle chose. Moi, je dis, ah, Seigneur. Ok, vas-y, là, elle me raconte. Et puis, tu es là, comme ça, en train de noter, dictaphone, tu as une goutte qui tombe parce que tu as devant toi une jeune fille qui a 14 ans, puis elle te dit qu'elle s'est fait violer, qu'elle a eu ceci, qu'elle a eu cela. Tu vois, ça, c'est lourd, tu vois. C'est lourd. Mais tu vois comment la main de Dieu est quand même, pas quand même, est vraiment là malgré tout, en fait. Malgré tout, en fait. Raki, quand j'écrivais le récit de Raki, en fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est une jeune fille que, quand elle avait 25 ans, elle était étudiante, elle jouait au basket, elle était même mannequin pour Benetton, une jeune femme très, 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 très vivante, très charmante, etc. Et elle avait un abcès en bas du dos. Elle est partie à l'hôpital.
Elle a été opérée, ça a mal cicatrisé et quelques jours plus tard, elle se réveille amputée de la jambe gauche au-dessus du genou. Ok? Et donc, imagine-toi, il a fallu qu'elle vive, déjà il a fallu qu'elle survive à ça parce que c'est pas parce qu'on t'a amputé que tu vas survivre, hein, parce que c'est une opération mais extrêmement lourde, tu vois. Et donc, ce qu'elle me racontait, c'est que donc elle a cette opération, elle s'est réveillée 5 fois et il a fallu 5 fois qu'on lui dise. Tu vois, elle se réveille, elle voit des gens dans la chambre. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en France? Oui, voilà, on t'a amputé. 5 fois comme ça. Et parmi les gens qui l'ont aidé à se reconstruire, c'est-à-dire à démarrer, elle s'est reconstruite par sa famille et par elle-même, etc. En 10 ans. Elle est devenue, elle est repartie aux études, elle a eu son diplôme sur une jambe, devenue photographe de mode, coach de basket, élite. Elle a créé une société, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. C'est magnifique. Mais à l'hôpital, tout se joue à l'hôpital en fait. Soit elle quittait l'hôpital en tant que victime et elle traite de sa vie, soit elle a un rock et puis elle avance. Et parmi les gens en fait qui l'ont aidé à avoir ce bon démarrage, donc il y a sa famille, ses amis, elle avait un ami en particulier qui était son ex-petit copain qui vivait en France, qui est chrétien évangélique. Elle est musulmane. Elle est musulmane, lui il est chrétien évangélique. Okay, et il a quitté la France et il a vécu à l'hôpital pendant 1 mois avec elle. Il dormait par terre. Il a vécu à l'hôpital pendant 1 mois avec elle, prié pour elle, il était là pour elle. Et lui, je lui ai fait une interview dans le cadre du livre. Et je lui pose la question. Parce qu'à un moment donné, parce que les médecins disaient qu'elle pouvait mourir même de l'opération. Tu vois, même parce que c'était la bactérie mangeuse de chair en fait qui s'était développée. C'est pour ça qu'on avait dû couper, pour éviter qu'elle se spread, qu'elle s'étende. Ok? Et donc, c'est pas impossible c'est auto-immune, donc c'est pas impossible qu'elle se réenclenche parce que souvent la bactérie mangeuse de chair, elle se déclenche dans une plaie. Même une toute petite plaie. Alors, quand tu as une énorme plaie comme une amputation, ça peut se relancer. Et donc, je ne savais pas si elle allait survivre. Et moi, je lui pose la question. Il me dit, en fait, moi, j'ai jamais cru à ce que disaient les médecins. J'ai jamais cru à ce que disaient les médecins. Et je dis, vas-y, raconte-moi. Et puis, il me dit que le jour où il est arrivé, la première fois, il était dans le bureau du médecin. Le médecin lui a dit, écoute, voilà, vous avez bien fait de venir parce que peut-être que dans 1 ou 2 jours, elle sera plus là, etc., etc. Et donc, il m'a dit qu'il a pris l'ascenseur et il est monté. Et il marchait dans un couloir pour aller vers sa chambre. Et il s'est dit, c'est pas le couloir de la mort. Et le psaume 23 lui est venu dans son cœur. Et il marchait dans le couloir en allant jusqu'à sa chambre, justement en se disant, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, et puis il avançait comme ça. Et donc là, lui, il marchait dans les pâturages vers elle, en fait. Il avançait. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai. Et là, il rentre dans sa chambre avec ça dans son cœur. Et c'est ce qui lui a permis de ne pas pleurer, de rester fort dans la prière, de ne pas pleurer devant elle. Parce qu'on n'est pas des robots, là. C'est ce qui lui a permis de ne pas pleurer devant elle. C'est ce qui lui a permis de rester fort dans la prière, de rester confiant. Et puis surtout, de ne pas paraître fou. Parce que c'est bien beau de dire oh, tout va bien aller, mais si toi-même tu n'y crois pas, ben, la personne va dire ah, tu dis ça pour rien. Donc il était avec elle tout ce moment. Donc c'est vraiment. Et puis quand il a fini, ben, il est parti. Et puis voilà. Donc c'est ce genre d'expérience, tu vois, quand tu écris, c'est des genres de choses que tu allais juste te dire ben, il y a eu un médecin, elle a été opérée, elle a eu une rééducation, c'est tout. Mais c'est quand tu rentres en profondeur dans ces réalités-là que tu te dis waouh, c'est vraiment. C'est vraiment impressionnant parce que quand tu parles, je peux ressentir toute l'émotion que cette histoire revêt. Et justement, j'ai une question c'est comme ça que j'écris. Ah, c'est merveilleux, tu me mets l'eau à la bouche, il faut vraiment que je lise ce livre. Il y a une question de Rodelin. Il voudrait savoir justement quelles sont tes émotions à toi quand tu te relis. Alors, je me relis jamais. C'est-à-dire que je me relis jamais une fois que le livre est sorti. J'essaye des fois, ça m'amuse, tu vois. Mais rarement quand je me relis, alors c'est bizarre, rarement quand je me relis, je
je me rappelle de l'avoir écrit. Et je dis, ah ouais, ah ok, d'accord. Je suis presque spectateur de mon récit. En revanche, quand j'écris, il y a des moments où quand j'écris, c'est-à-dire que quand tu écris un livre, en fait, avant de l'envoyer à ton éditeur ou bien à quelqu'un pour faire relire, tu as à peu près 3 versions. Okay. Parfois même, tu le réécris en entier 3 fois parfois. Mais comme tu le fais par page, tu ne te rends pas compte. Tu vois, tu écris 10 pages, tu reviens dessus, tu en as changé 5, mais tu n'as pas fait vraiment attention. Pourquoi tu as amélioré un mot à gauche, à droite. Donc, je me relis beaucoup quand j'écris, ok. L'émotion que je l'ai, c'est qu'il y a des moments où quand tu écris, tu te dis, ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, ok, c'est ça ou bien c'est ça qu'elle m'a dit, ou c'est ça que j'ai ressenti. Et donc tu le vois là, sous tes yeux, tu te dis, ok, d'accord. Et quand tu as des moments comme ça, il faut que tu continues en fait. Il faut que tu continues pour que ça garde la même véracité, la même authenticité, etc. Donc moi, l'émotion, j'ai beaucoup d'émotions. En fait, quand je reçois le récit, un journaliste, quand il reçoit le récit, il faut qu'il soit froid, quoi. C'est les faits, voilà, c'est les faits, il relate les faits. J'étais là-bas, il s'est passé ci, donc tu notes, et tu retranscris les faits. Moi, en tant qu'auteur, je vais retranscrire les faits, l'émotion et le message de la personne. Parce que c'est pas tout de raconter une histoire. Je veux dire, quand Rachel raconte sa vie dans la rue, c'est pas pour que tu saches c'est quoi dans la rue. C'est pour que tu saches, c'est pour que tu regardes les enfants autrement. C'est pour que tu te poses la question à toi, qu'est-ce que tu feras la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui est en douleur. Mais c'est pas pour que tu connaisses, alors dans la rue, on dort comme ça, on mange comme ça, tu vois. Parce qu'il y a ce que tu dis, il y a ce que tu racontes et ce que tu veux dire. Ce sont 2 choses totalement différentes, tu vois. Tu vois là, par exemple, l'entrevue qu'on a là, où tu me parles de mon récit, c'est pas le même entrevue que si c'était un blog littéraire classique. Tu comprends? C'est pas que je change, mais t'as pas la même audience, la personne n'a pas la même réception de toi. Donc quand j'écris en fait et que et que je me relis, que j'arrive à retrouver l'émotion que j'avais eue quand j'ai reçu l'information, c'est là que je me dis ok c'est bon, je peux continuer. Et est-ce que il t'arrive parfois d'avoir la crainte que ton ouvrage pourrait ne pas être apprécié à sa juste valeur? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Mais, ok, quand tu commences à écrire un livre, tu connais déjà la fin. Okay. Quand tu commences à écrire un livre, tu ne peux pas commencer à écrire si tu ne connais pas la fin. Tu ne connais pas le mot, tu ne connais pas la phrase, les mots, hein, mais tu sais de quoi tu veux parler. Donc, avant d'écrire, tu sais, en fait, tu es confiant, tu te dis oui, ça tient la route. Parce que tu as fait t'as identifié. Quand tu écris, en fait, quand tu veux écrire, tu dois tu dois te poser 4-5 questions. Pourquoi j'écris pourquoi j'écris, de quoi je veux parler, à qui je veux en parler, comment je veux en parler et pourquoi moi. Pourquoi c'est moi qui l'écris. Okay. Donc tu te poses toutes ces questions-là. Ensuite, tu fais ce qu'on appelle une note d'intention. Une note d'intention, en fait, c'est le petit résumé. C'est pas le synopsis et le résumé, c'est en fait un court texte d'une page, 1 page et demie, qui explique ce dont tu veux parler. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi les sujets que tu vas aborder et en quoi c'est important d'en parler? Tu fais ta note d'intention. Ta note d'intention, c'est ce qui va te permettre que tu ne te perds pas dans l'écriture. Si toi, dans ta note d'intention que je fais avec Raki, je parle qu'on veut faire un livre d'inspiration et que quand j'écris, je me rends compte qu'en fait, c'est plus un livre de frustration et d'attaque du système de santé, ben on se perd. Donc, tu réponds à ces 5 questions. Ensuite, tu fais ta note d'intention. Ensuite, tu fais tes chapitres. Donc, une fois que tu as ça, tu sais que, ah non, c'est complet. Oui, oui, c'est complet. Tu as confiance. Okay. Donc là, en revanche, donc,
j'ai pas peur que l'ouvrage ne soit pas apprécié, mais j'ai peur de mal le formuler. Tu vois, j'ai peur de mal le formuler. En fait, moi, ma crainte, c'est que la lecture soit pas assez fluide et que quelqu'un s'arrête en cours de route. C'est ça, Max. C'est ça que je me dis, en fait. Parce que qu'une personne aime ou qu'elle n'aime pas, bon, tu peux pas, en fait. Si tu te dis ça, si tu te dis ça, tu écriras ce qu'on veut, en fait. Tu écriras ce que les gens voudront, et puis tu le feras, et puis tu plairas à un certain nombre de personnes, etc. Tu vois. Donc, mais quand tu écris, il y a des chapitres. Okay, même à l'intérieur des chapitres, tu vois, tu as, des moments, etc. Et il faut que tu respectes un certain équilibre pour que la personne ait envie d'aller plus loin. Okay. Donc, par exemple, lorsque je vais écrire un chapitre, okay, il faut que je sache ce que je vais parler dans le prochain chapitre. Pourquoi? Parce que il faut que dans le chapitre précédent, je commence à amorcer le sujet qui vient, je le mette en perspective pour que lorsque le chapitre s'arrête, la personne se dit « Ah, ok, donc il faut que j'en sache plus. » Ok, je vais dans le chapitre suivant. Il faut que tu saches bien, faire les transitions. Il faut que la fin de ton chapitre soit souvent palpitante et que le début de ton chapitre relance ça. Et donc, ça paraît technique, mais c'est super important. Parce que sinon, tu peux écrire un livre, tu as écrit tout ce qui est intéressant, les 10 premières lignes, après tu as 20 pages, après tu as 30 pages en fait qui ne sont pas intéressantes. Et ce qui est génial, c'est à la fin. Ah ben, tu as perdu tout le monde. Hein. Donc, il faut constamment garder comme un petit hameçon pour tirer Mais, ton lecteur jusqu'au bout. absolument, absolument. C'est ça. Mais j'ai une question, je voulais savoir comment tu fais pour rester concentré et garder ton inspiration pour terminer l'ouvrage commencé. Bonne question, bonne question. Alors, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'écris d'abord le livre dans ma tête. Quand je dis j'écris le livre, c'est j'écris les chapitres, je trouve les chapitres dans ma tête. Longtemps, hein, je marche, je me balade, je vois quelque chose. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Tout ce que je vois, je l'interprète par rapport à ce que je suis en train d'écrire. Okay, je fais les chapitres dans ma tête. Et une fois que je les ai dans ma tête, je les pose par écrit et j'y vais. Maintenant, chose que je faisais moins au début, mais que je fais maintenant, je prends des notes. Tu vois, je prends mon téléphone et puis dès que j'ai un truc dans la tête, boum, je note. Comme ça, après, je peux me replonger et puis boum, ça me relance. Donc, il y a ça. Il y a deux exercices. Quand tu écris la biographie de quelqu'un, ben, il faut que la personne soit disponible. Donc, tu es très tributaire de la disponibilité de la personne. Et quand je dis disponibilité, c'est la disponibilité concrète hein, pour te donner les informations, mais aussi disponibilité pour la personne de te donner du feedback. Là, par exemple, là, je suis en train d'écrire un livre pour un homme d'affaires très important en Côte d'Ivoire, très important, je crois, qui est très connu, etc. Moi, ça fait 2-3 mois que je lui ai envoyé le livre et il ne m'est toujours pas revenu. Donc là, j'ai perdu tout, le rythme, l'inspiration, tout. Donc quand tu vas me renvoyer, je vais mettre du temps à me relancer, à me remettre. Il pourrait me poser une question aujourd'hui, je ne sais pas lui répondre. Il pourrait me dire, oui, à telle page, tu as mis ça, pourquoi? Il faudra que je relise tout, que je me remette dedans. Il faudra peut-être même que je repasse 2-3 entrevues. Ah oui, ok, d'accord, pour me remettre là-dedans. Donc c'est pas... En fait, il n'y a pas de... La règle, c'est de se donner d'essayer de se donner un calendrier. En fait. Tu vois, il faut essayer de se donner un calendrier et dans l'espace de ce calendrier, d'être le plus focus possible et aller jusqu'au bout et le terminer. Maintenant, si Barack Obama me dit écrit livre de ma rencontre avec Michel et qui me dit ok, je suis dispo juste une fois par mois, ben, je ne vais pas dire ah ben non, Michel. Tu dis bon, on va s'arranger. C'est vraiment excellent. Et dis-moi, est-ce que c'est la même chose? C'est le même plan, la même façon de travailler quand
Par exemple, disons une bande dessinée à faire ou un roman jeunesse? Euh, alors, là, on est sur de la fiction. D'accord? Parce que la différence, c'est que moi, quand j'écris une biographie, je connais déjà l'histoire. Maintenant, quand tu écris, que ce soit une bande dessinée ou un roman jeunesse, un roman, en fait, donc là, c'est une histoire, quoi, hein, avec des personnages, etc. Là, il faut que tu respectes la structuration qui est proche du scénario. Okay? Donc, je vais te faire la structure de ton récit, de ton livre ou de ton histoire, en te faisant le découpage du film Titanic. D'accord? Tu as. Alors, je vais pas forcément utiliser les mots techniques. Voilà. Tu as le point de départ, la mise en contexte. Okay? Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme plein de pauvres, plein de rêves qui veut découvrir le monde, qui veut sortir de sa condition. Okay? Et dans ce même monde, il y a une jeune fille riche qui est dans une famille dans laquelle elle se sent enfermée et qui veut voir autre chose, etc. Ça, c'est l'exposition. Okay? Toi, c'est ce qui va te permettre au lecteur de se dire, OK, je, je vais m'attacher à ces personnages-là. Voilà ce qu'ils vivent, voilà là où ils en sont. Voilà. C'est l'exposition, le point de départ. Okay. Ensuite, il y a une péripétie, il y a ce qu'on appelle un élément déclencheur ou une péripétie. Il se passe quelque chose qui casse la routine ou qui emmène les gens dans quelque chose de différent, de nouveau, de dangereux, d'heureux, etc. Là, en l'occurrence, c'est OK. Jack, il réussit il fait un pari, hop, il monte dans un bateau pour aller en Amérique. Chose qu'il n'aurait jamais pu faire, mais qui correspond à sa folie, à son envie de changer, etc. Maintenant, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle, bon, elle est dans son monde, etc. Mais son élément déclencheur à elle, c'est le fait de rencontrer Jacques, un jeune homme d'un autre milieu qui est fou comme elle, qui n'est pas là en train de dire ah, je suis pauvre, tu es riche, magnifique, etc. Qui l'emmène. Voilà. Ensuite, il y a la quête, ce que tu recherches, tu vois, ce que tu recherches, ce à quoi la quête, quoi, ce derrière quoi tu cours. Et là, en fait, leur quête, c'était de vivre leur amour interdit. C'est ça leur quête, en fait, dans l'histoire. Donc, tout ce qu'il y a autour, là, le bateau va couler, machin, en fait, tout ça, c'est accessoire. Parce qu'ils étaient dans un bateau comme ils auraient pu être dans un immeuble en feu. Tu comprends? Donc là, il y a la quête. Donc la quête, c'est, voilà, ils veulent vivre leur histoire d'amour interdit. Donc c'est la quête, etc. Ensuite, à un moment donné, il arrive une péripétie dramatique, irréversible. Et là, c'est le bateau va couler. Et donc là, en fait, leur quête risque de prendre une fin. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont réussir à vivre ensemble? Est-ce que okay. Et ensuite, il y a l'apothéose, le climax, qui est vraiment voilà, le dénouement. Comment tout ça se termine? Bon, ben, il meurt, et puis elle survit, et puis elle continue. Bon, moi en l'occurrence, je ne serais pas mort. Je leur ai dit, hey, pousse-toi, je vais monter. C'est le truc là. Donc, tu vois la manière dont j'ai découpé. Bon, ben, c'est comme ça que tu dois penser un roman, même une bande dessinée. Tu vois? Mais maintenant, parfois, tu peux commencer ton récit par un personnage, par exemple. Tu dis, OK, moi, je vais écrire l'histoire d'un jeune garçon qui arrive au Canada et qui est seul, qui a laissé toute sa famille et qui est seul et qui doit affronter cette nouvelle vie. OK. Tu pars de lui. Et après, tu peux décider tu te dis, OK, c'est quoi sa personnalité? Ah, OK, lui, c'est un jeune chrétien, etc. Tu te dis, OK, bon, maintenant, il faut que tu mettes du relief à son quotidien. Donc, par exemple, tu vas lui faire rencontrer quelqu'un qui va l'emmener vers la perdition. Et puis, bah, là, je rends ça de manière très manichéenne. Hein. Et puis, quelqu'un qui va l'amener là-bas. Et donc, tu crées un contexte qui fait que
il a plutôt envie d'aller d'un côté que de l'autre. Et donc, par exemple, tu peux proposer un événement, un décès, une naissance, je sais pas moi, quelque chose qui fait que hop, ça le bouscule dans sa réalité et il prend une direction. Et cette direction, ben, il, il chemine, il chemine, il chemine. Bon, c'est ça un petit peu, quoi. Il faut que tu essayes de structurer. Mais ça se trouve très facilement, tu vois, sur Internet, structure de scénario que tu l'as. Mais je t'en parle et j'en parle aux gens qui nous écoutent parce que voilà, souvent les gens me contactent, me disent ah, Dédi, voilà, moi je veux écrire une histoire, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. C'est pas parce que tu as vécu quelque chose que c'est forcément une histoire, hein, tu vois. C'est pas parce que tu as vécu un truc. Les gens m'appellent, me disent ah, Dédi, quand j'étais petit. Bon, déjà, une chose, hein, quand vous voulez écrire, quand vous voulez écrire, c'est pas que vous avez vécu quelque chose et que comme Raki ou Rachel, vous aimeriez le raconter dans un livre avec quelqu'un comme moi, ne surtout pas dire ah, tu as écrit l'histoire de Rachel, j'ai vécu la même chose, écrit mon livre. Tu as très forte chance qu'on te dise non. Parce qu'un auteur ne veut jamais réécrire la même chose. Un auteur n'a jamais envie de réécrire deux fois le même livre. Un réalisateur ne veut jamais réécrire deux fois le même film. Tu vois. Mais un auteur, finalement, un auteur, en fait, on dit qu'un auteur réécrit toujours le même livre, en fait. Par exemple, Raki et Rachel, c'est très proche, en vérité. C'est deux femmes qui ont vécu un événement dramatique, irréversible, qui l'ont survécu pardon, et qui l'ont transcendé pour en faire une force. Voilà ce que j'aime. Voilà ce que j'aime, moi. Mais si tu viens me voir et me dire, ah ben tiens, tu as écrit l'histoire de Raki, on l'a amputé de la jambe gauche, ben moi j'ai été amputé de la jambe droite. Et donc je le dis parce que tu as souvent des gens qui ont des belles histoires et qui sont importantes à partager et qui aimeraient rencontrer des gens comme moi, des plumes, pour qu'ils les aident à rédiger. Mais non, c'est ça. Ne dis pas à la personne que tu veux qu'il écrive la même chose qu'il a fait avant. Et puis il faut être plus profond que juste il m'est arrivé ça. Il faut que tu expliques voilà comment j'ai vécu la chose, c'est quoi le message que je veux donner. Je veux dire que si tu veux écrire par exemple que tu es une femme battue, juste pour dire que tu es une femme battue, c'est une chose et qui est importante à relater. Mais est-ce que maintenant c'est pour que les hommes comprennent comment on peut devenir violent, tu vois? Est-ce que c'est pour les femmes pour qu'elles comprennent comment on peut identifier les signaux qui. Ouais, il y a plein de manières, tu vois. Moi, je me suis un peu perdu là, je ne sais même plus c'était quoi ta question. Non, mais c'est très bien. Tu as bien répondu à ma question. En fait, c'était ça, c'était sur l'inspiration. Et avec le Covid, on a eu beaucoup de temps à être seul avec nous-mêmes et on s'est découvert des talents. Quel est le message que tu donnerais à une personne qui voudrait écrire son premier livre? Alors, ce que je dirais, c'est lâche-toi, fais-toi confiance et commence. C'est facile à dire comme ça, mais la page blanche, c'est très frustrant. Et très souvent, en fait, les gens ont du mal à commencer à écrire parce qu'ils ont l'impression que les premiers mots qu'ils écrivent doivent être magnifiques, il faut que ça ressemble à ce qu'eux lisent. Non, non, non. Sois certain que ton livre, tu risques de le réécrire 2, 3 fois. Les premières choses que tu vas écrire, en fait, il y a de très fortes chances que tu les changeras au fur et à mesure du temps. Mais pour que tu les changes, il faut qu'elles existent. D'accord? Donc commence, pose les choses par écrit. Mais tu n'es pas obligé d'écrire en mode il était une fois. Tu peux commencer par là où tu veux aller et puis revenir en arrière sur comment ça a commencé. Donc commence, pose par écrit, que ce soit des notes, des bouts de phrases, des paragraphes. Voilà. Commence par noter et surtout pose-toi les 5 questions. Donc, de quoi je veux parler, pourquoi je veux en parler, comment je veux en parler, à qui je veux en parler et pourquoi moi. Parce que ça change tout. Je veux dire que écrire l'histoire de Raki qui s'est fait opérer d'une jambe, raconter à mon fils de 8 ans, c'est pas du tout la même chose que de raconter à des infirmières. Tu vois? Donc, pose-toi la question, à qui tu veux en parler? Pourquoi tu veux en parler?
Ok, quand j'étais petit, ma mère préférait mon frère. Ok, mais pourquoi tu veux en parler en fait? Pourquoi? Dans quel but? Et cette question permettrait de savoir c'est quoi le message que tu veux donner. Et donc, en sachant le message que tu veux donner, tu sauras ce sur quoi insister, ce sur quoi ne pas insister, ce qu'il faut décrire le plus en profondeur, etc. Donc, prends ta feuille ou ton ordinateur, pose des éléments, peut-être même avant d'écrire, essaie d'imaginer. Tu vois, imagine, si c'est une fiction, imagine le personnage, imagine les intrigues, etc. Fais-toi un film dans ta tête et ensuite tu vas commencer tranquillement à les rédiger. Donc, lâche-toi, aucun complexe. Écrire un livre, c'est pas écrire un dictionnaire de français. Lâche-toi, ne pose pas la question, l'orthographe, la grammaire, etc. Il y a des gens dont c'est le métier. Moi, j'ai la chance de travailler avec des éditeurs. Lorsque j'écris, je me relis, certes, mais j'envoie ça à ce qu'on appelle une éditrice qui fait ce qu'on appelle de la révision. Et la révision, c'est pas que de l'orthographe. Hein. Par exemple, la personne va réviser, elle va scanner ton récit, elle va dire, ah, ok, ben là, tu as écrit euh, force est de constater, mais à la page d'avant, tu l'as déjà écrit, donc mets au dos parce que ça fait trop répétitif. Tu vois? Donc, te prends pas la tête, je dirais, si tu veux écrire, ne te prends pas la tête avec ça tout de suite. D'accord? Écris, c'est pas grave. Écris avec des fautes, écris. Parce qu'une fois que tu auras écrit, tu auras quelque chose, une base à améliorer. En fait. Voilà ce que je dis. En tout cas, merci beaucoup, Dédi, pour ton temps et pour cette conférence. Je crois que ça rejoint beaucoup des personnes qui nous écoutent et qui sont prêts à se lancer dans cette merveilleuse aventure que d'écrire son premier livre. Merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir suivi le salon et bonne journée. Bon salon. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.